Du coup, on va parler des forces. Ça, on va faire des rappels, mais vous êtes censés tous savoir ce que c'est et du principe d'inertie, ça, pour l'instant, ça vous dit rien. Mais on va décortiquer les 2 mots. Un principe, en physique, en mathématiques, c'est quelque chose qu'on n'a jamais démontré comme vrai, mais qu'aucune expérience ne vient invalider. Donc en fait, c'est un truc qu'on n'a pas prouvé, mais qui marche et qu'on on considère qu'il est vrai tant qu'on n'a pas trouvé que c'était faux. Voilà. Et l'inertie, hem vous êtes sur votre canapé, vachement bien installé, en train de scroller sur TikTok et vos parents vont vous demander d'aller, faire la vaisselle. Flemme. Oui. Mais c'est ça l'inertie, c'est la flemme. Je suis bien dans l'état dans lequel je suis et je vais y rester. Tac, oh, c'est bon. Tac. Du coup, petit rappel d'abord sur les forces. Dans la vie, on a ce qu'on appelle des actions mécaniques qui vont pouvoir venir, heu, maintenir un objet en équilibre. Par exemple, vos trousses sur les tables, elles sont posées, là, elles sont en équilibre, alors qu'il y a des actions qui agissent sur elles, la terre, par exemple, et la table. Ça va pouvoir venir déformer un objet, comme quand on pétrit une pâte ou qu'on fait de la pâte à modeler et ou le mettre en mouvement, par exemple, si je claque la porte. Ces actions mécaniques, on ne peut pas les voir, du coup, on les représente par des forces, qu'on représente par une flèche qu'on appelle un vecteur, qui a une direction, un sens et une certaine longueur pour, être le reflet de la valeur de la force. Ça et on a vu aussi dans le chapitre précédent que fallait qu'on définisse un référentiel à chaque fois pour étudier les mouvements. Parce que, par exemple, si je suis dans un train, je suis immobile par rapport aux passagers à côté de moi, mais je suis en mouvement par rapport au quai. Du coup, faudra toujours redéfinir le référentiel par rapport à quoi on va étudier le mouvement. Et il y a plusieurs forces qui existent. On a le poids, par exemple, l'action de la Terre sur les objets, hop, qui est toujours verticale vers le bas. On a la force gravitationnelle que vous avez découvert dès la troisième, où il y a quand deux objets ont une masse, on peut calculer la force de l'un sur l'autre. La réaction du support, jusque-là, on ne l'avait pas appelé forcément comme ça, mais quand on parlait de la trousse sur la table et que la table agit, le scientifique, lui, il appelle ça la réaction du support. Alors, des fois, le support, c'est la table, des fois, c'est le sol. N'importe quel support, on appelle ça la réaction du support. Elle est toujours verticale vers le haut, elle. On a les forces de frottement. Si, par exemple, on tire d'un ballon, ben, le ballon, il va frotter au sol. Ou si je saute en parachute, il va y avoir les frottements de l'air qui vont venir s'opposer au mouvement. Hop, elle a un petit F. Et enfin, si j'ai une balle accrochée à un fil, par exemple, il va y avoir on appelle ça la traction du fil comme force. C'est les 5 forces que vous devez connaître, que vous rencontrerez cette année, il n'y en aura pas d'autres cette année. Hop, OK. Et dernier petit rappel, vous avez vu ce qu'on appelle le principe des actions réciproques au collège, qu'au lycée on appelle aussi la troisième loi de Newton. Si c'est la troisième loi de Newton, c'est-à-dire qu'il y en a 2 autres, une qu'on voit juste après et la seconde, celle du milieu, vous la verrez en première si vous faites la spécialité. Et cette loi, elle nous dit que f de A sur B est égal à moins f de B sur A. Alors ça, qu'on n'est pas trop matheux, ça nous explique pas grand-chose, mais c'est le principe que si je pousse sur le mur avec une certaine force, le mur agit aussi sur moi avec la même force en valeur, en direction, par contre les sens sont opposés. Là, ça paraît assez intuitif, mais ça veut dire aussi ça que le soleil exerce une force qui a la même valeur que la Terre sur le soleil. La Terre attire le soleil autant que le soleil attire la Terre. Donc les 2 s'attirent pareil, bah, juste celui qui est le plus difficile à mettre en mouvement, c'est le soleil parce qu'il a une grande masse, du coup, beh, c'est la Terre qui tourne autour de lui. Mais les 2 s'attirent pareil. C'est aussi valable avec nous sur la Terre. La Terre nous attire, mais on attire aussi la Terre. Ça paraît un petit peu bizarre. Donc on attire la Terre autant qu'elle nous attire, juste, beh, quand on saute, on vient se recoller à la Terre parce que c'est elle qui est la plus difficile à mettre en mouvement. Si on était plus lourd que la Terre à sa surface et qu'on sautait, ça serait la Terre qui viendrait se coller à nous. Ouais, et donc tous les objets s'attirent de manière réciproque. C'est la troisième loi de Newton. Bien. Maintenant, allons vers le principe d'inertie qu'on appelle aussi la première loi de Newton. C'est ça la nouveauté. On va prendre 3 situations différentes. Une trousse posée sur la table. Donc mon système, c'est la trousse. On va être tout le temps dans le référentiel terrestre là. C'est des objets à la surface de la Terre, ça va aller très bien. Et donc quelle force s'applique sur ma trousse? J'en ai 2. J'ai la réaction du support
puisqu'il est posé sur la table. Elle est verticale vers le haut. On peut la représenter comme ça. Et j'ai aussi le poids, l'action de la Terre sur la trousse. Là, je viens de faire ce qu'on appelle le bilan des forces. J'ai listé toutes les forces qui s'appliquent sur mon système. Là, il n'y en a que 2. Et on voit que la direction est la même, la valeur sont les mêmes, puisque ma trousse, elle est posée, et les sens sont opposés. Donc là, si je cherche une force globale, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de force. On peut dire que les forces, elles se compensent. Pour le comprendre, en fait, les 2 forces, elles s'annulent les 2 l'une l'autre. Du coup, si on fait la somme des forces en mathématiques, on note comme ça, la somme de toutes les forces qui s'appliquent sur ma trousse, c'est comme si elle était égale à 0. Cette somme des forces, des fois, on l'appelle résultante des forces. Et on voit aussi que ma trousse, elle est immobile. Bon, jusque-là, vous voyez pas trop où je veux en venir. On prend un autre exemple. Un glaçon. Un glaçon que j'ai poussé comme ça sur la table pour qu'il glisse. Vu que le glaçon, il fond au fur et à mesure, il n'y a pas de frottement, il glisse de manière parfaite. Donc, si on prend maintenant un glaçon, c'est le même système. Hop, quelles sont les forces qui agissent? Toujours la Terre, avec le poids. La réaction du support, puisque je le fais glisser sur quelque chose. Et c'est tout. Il y a la vitesse, mais la vitesse, c'est pas une force. Donc, j'ai à nouveau 2 forces qui s'appliquent sur mon glaçon. Les mêmes que tout à l'heure, j'ai le même schéma ici. La somme des forces est encore égale à 0. Et là, on voit par contre que mon glaçon, si on fait la chronophotographie, il va être en mouvement rectiligne, uniforme. Pour la voiture, admettons que c'est une voiture qui roule à vitesse constante sur une ligne droite et sur une route parfaitement lisse et parfaitement plate. La route qui n'existe pas en vrai. Pareil, on aurait ces 2 forces-là qui s'appliquent et un mouvement rectiligne uniforme. Et là, on a un point commun en fait. La somme des forces est égale à 0, c'est notre point commun. Et le principe d'inertie nous dit que si ça est égal à 0, c'est-à-dire que si les forces s'annulent, si elles se compensent, si leur résultante est égale à 0, mon objet, il est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. C'est le fameux principe d'inertie qui est notre but de la leçon, ça, ici, qui nous dit que si les forces se compensent ou qu'il n'y a pas de force du tout, alors l'objet, il est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Et si j'ai un objet immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, alors je sais que les forces se compensent. La réciproque est vraie, ça marche dans les 2 sens. En niveau mathématique, on peut le noter comme ça. Si l'objet est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que la variation de vitesse est égale à 0, et donc la résultante des forces est aussi égale à 0. Prenons un autre exemple. Maintenant, je suis toujours dans ma voiture, mais au lieu d'être en mouvement rectiligne uniforme, je freine. Dans ce cas-là, j'ai toujours le poids, la réaction du support qui est la route, mais j'ai aussi des forces de frottement, puisque ma voiture elle va ralentir. Donc en fait, j'ai la réaction du support, verticale vers le haut, le poids, vertical vers le bas. Ces 2 forces se compensent et s'annulent, mais j'ai une 3e force qui va venir comme ça pour faire freiner ma voiture. Ici, là, et ma voiture, elle est en mouvement rectiligne, décéléré, là, elle ralentit. Cette fois-ci, du coup, ma somme des forces, elle n'est pas égale à 0. Et mon objet, il est ni immobile ni en mouvement. La variation de la vitesse, elle est à nouveau pas égale à 0. On vient de voir ici la contraposée du système d'inertie qui nous dit que si le mouvement est non rectiligne uniforme, alors les forces ne se compensent pas. Et l'inverse est aussi vrai. Si les forces ne se compensent pas, alors mon objet, il n'est pas immobile et pas en mouvement rectiligne uniforme. Hop. Du coup, si on doit conclure, vous devez savoir faire la démarche suivante sur les exercices de mécanique, quand on parle des forces, des mouvements, etc. Définir le système, choisir le référentiel parmi les 3 qu'on connaît, faire le bilan des forces, c'est quand je les liste ici puis que je les dessine pour les représenter, et ensuite appliquer soit le principe d'inertie si les forces se compensent,
soit la contraposée du principe d'inertie si les forces ne se compensent pas. Et à chaque fois pour les exercices, soit on va vous donner des informations sur les forces, vous devez en tirer des conclusions sur le mouvement et la variation de la vitesse, soit on vous donnera des informations sur la variation de la vitesse et il faudra en déduire des informations sur les forces. Et j'ai fini.